Alors que nous sommes à l'antenne ce soir, une grande partie de l'Amérique est fermée. Nous vous fermerons, nous vous arrêterons et nous vous emmènerons en prison. Le bien-être de l'humanité a toujours été l'alibi des tyrans. Je pense qu'à l'avenir, nous aurons besoin de centres régionaux de quarantaine. Nous en aurons également besoin pour les personnes non vaccinées. Donc, juste pour vous donner un avertissement. En raison de l'état d'urgence national de la Covid-19, nous devons demander à tout le monde de rester à l'intérieur. Merci de votre collaboration. Est-ce que c'est l'avenir que vous voulez pour nous? À tous les penseurs critiques, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Le but n'est pas de briser la quatrième vague. Le but est de briser les gens. Ne nous conformons pas. Ne nous conformons pas. Ne nous conformons pas. Nous sommes dans un lieu étrange. Vous savez, dans un lieu étrange, celui de la Corona, du confinement de la Corona. Ça serait l'ouverture. Ce serait l'ouverture. Je n'ai jamais vu Central Park aussi vide. Ce n'est pas la vie. Le gouvernement est en train de détruire la vie des gens en créant juste de la peur, faisant en sorte que les gens se comportent de manière irrationnelle. J'étais très perplexe dès le tout début et consciente du fait que ce que nous vivions n'était pas vraiment correct. Cela ressemblait à une action programmée et orchestrée, presque identique partout dans le monde. Nous comprendrons indéniablement qu'il y avait un plan derrière cela. Quand nous réaliserons que la pandémie n'est pas une pandémie, mais juste quelque chose comme une simple grippe, et quand nous réaliserons que ces gens qui nous vantent le mérite de ces tests PCR nous mentent, donc la question qui se pose bien sûr est qui fait cela et dans quel but? C'est un très sérieux problème qui n'a rien à voir avec l'hygiène. C'est du domaine de la criminologie. Nous devons constamment promettre d'obéir à des choses qui ne sont pas logiques. Sommes-nous paradoxalement en train d'alimenter le système même qui nous fait du mal? Si vous ressentez de la peur, déracinez-la. Si vous estimez que quelqu'un ou quelque chose est tellement important que vous êtes prêt à renoncer à votre liberté, réexaminez cette décision et revendiquez votre liberté contre cette chose, quelle qu'elle soit. Je dirais la chose la plus frappante dans toute cette expérience est ce sentiment de solitude. Vous voyez, en gros, on nous fait comprendre que nous n'avons aucune importance et que nous sommes fous et que nous devons nous sacrifier pour un plus grand bien. Et c'est ça qui a été vraiment la chose la plus difficile pour moi. Le système communiste voulait vraiment nous séparer. Cela ne s'appelait pas la distanciation sociale, mais pratiquement. C'était la même idée et la même logique de nous empêcher d'être ensemble et de parler. De craindre que nous préparions une possible révolution afin de détruire le communisme. Je veux que les gens se sentent de nouveau libres. Pas supprimés, incarcérés. Quand au départ j'ai entendu le mot confinement, j'espérais, comme la plupart des gens, du moins je le pensais, qu'il s'agissait d'un terme relatif au contrôle des prisonniers indisciplinés.
Il existe des confinements en prison quand il y a des problèmes spécifiques et qu'ils veulent tous les détenus confinés dans leurs cellules afin qu'ils puissent régler un problème. Mais nous ne sommes pas des détenus dans la société. Nous ne sommes pas des sujets d'un roi. Nous sommes censés être des citoyens dans une démocratie participative. C'est une mesure de contrôle. Et je pense qu'à peu près tout ce qui s'est produit jusqu'alors est de l'ordre du contrôle. Donc quand vous entendez le mot confinement, cela devrait déclencher une sonnette d'alarme dans vos esprits, car ce n'est pas le genre de formule que les politiciens utilisent dans une société libre, quelle qu'elle soit. C'est clair que pour moi, depuis le début, cela est inconstitutionnel. C'est complètement illégal. Que vais-je faire avec 400 respirateurs artificiels alors que j'en ai besoin de 30 000? Je ne savais même pas ce qu'ils étaient il y a quelques semaines. Aplatir la courbe, aplatir la courbe. Le récit de la Covid-19 a commencé au milieu du printemps avec cette idée que nous allions aplatir la courbe, ou autrement dit, nous allions ralentir la propagation. D'ailleurs, la campagne de la Maison-Blanche était 15 jours pour ralentir la propagation. Et la raison pour laquelle il fallait aplatir la courbe était dans le but d'étaler le nombre des hospitalisations. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le système de santé a absorbé le choc. Nous avions des milliers de lits disponibles au centre Javits et un navire de la marine près de Manhattan qui ne servait à rien. Et donc le récit a changé quasi immédiatement. En toute transparence, la narrative s'est transformée en une sorte de barrage roulant, de confinement, de fermeture, de quarantaine et du port du masque, soi-disant afin de prévenir la propagation du virus. Dès lors que l'OMS a ordonné l'élimination du virus, affirmant que nous étions capables de le faire tomber, verrouillez-le, fermez-le. Est-ce vraiment possible de l'éliminer? Certainement pas. Certainement pas. Quel que soit l'argument de départ, nous avons maintenant des preuves. Nous savons que nous pouvons concrètement regarder les choses au niveau des États qui ont été confinés et des États qui ne l'ont pas été. Nous pouvons aussi comparer les pays qui ont été confinés avec ceux qui ne l'ont pas été. Les pays qui ont fait un confinement, un vrai confinement, ont vu un pic. Un pic alpin. Le pic des Alpes. Alors que la Suède a obtenu une courbe beaucoup plus aplatie, bien qu'il n'ait pas fait de confinement. On aimerait penser que le confinement, bien que coûteux, ont été malgré tout bénéfiques. En réalité, les confinements, le plus souvent, n'ont apporté que douleur et aucune valeur. Donc ce que nous faisons, c'est de mettre les malades en quarantaine. Nous avons toujours fait cela. Nous mettons les malades en quarantaine parce que c'est comme cela que vous évitez d'affecter une population au sens large. Mais l'idée de mettre ceux qui se portent bien en quarantaine dans un soi-disant confinement est une nouvelle invention qui n'a aucun fondement ni en science, ni en histoire, dans la lutte contre les épidémies. Nous devrions concentrer nos efforts envers une immunité collective afin de mettre fin au confinement et de rouvrir les entreprises. En gros, les jeunes, les personnes en bonne santé devraient être infectées naturellement. Les personnes vulnérables devraient être protégées et nous pourrions ainsi atteindre l'immunité collective. La plupart des experts en santé publique disent que cette voie est dangereuse. Je pense que c'est extrêmement irréaliste. L'immunité collective n'est pas vraiment une politique, c'est juste un fait de la nature. Il n'y a pas de super-héros immunisés contre cette maladie. Le fait de questionner si nous avons ou pas une défense immunitaire contre ce virus est selon moi très étrange. Nous devons tirer toutes les leçons de cela. Ce que je veux dire, c'est que nous devrions faire honneur aux décennies de travail et de recherche scientifique qui ont contribué à notre compréhension actuelle de la virologie, de la transmission et des facteurs épidémiologiques que nous avons acquis. Nous savons que si nous allons du point A au point B, nous devons porter un masque. Mais une fois au point B, nous pouvons enlever le masque. Peu importe. Nous avons complètement sacrifié la science. Et nous l'avons jeté au pied de la panique et de la frénésie. Y a-t-il certaines restrictions de la vie publique qui ont un sens? Non, aucune. En fait, c'est pourquoi elles devraient être enlevées immédiatement. Toutes. Fermeture des frontières, fermeture des écoles, distanciation sociale, il n'y a quasiment aucune science derrière la plupart d'entre elles. Nous ne pouvons pas vraiment regarder une crise comme celle-ci et la renvoyer aux politiciens, aux bureaucrates, aux académiciens et intellectuels. La Covid-19 est à peu près équivalente à la létalité à une grippe saisonnière. Le taux de létalité de l'infection de ce nouveau coronavirus s'avérera être probablement à la même échelle que la grippe saisonnière. Je pense qu'il sera équivalent à celui d'une sévère grippe saisonnière, ce qui correspond à
à environ 0,1% du taux de létalité de l'infection, puisque ce virus représente au pire un risque légèrement plus grand pour les personnes âgées et malades, tout comme les grippes est un risque moindre, un plus petit risque pour presque tous ceux qui sont plus jeunes et en bonne santé, il n'a jamais été vraiment nécessaire que nous fassions quoi que ce soit de différent. Nous n'avions rien besoin de changer. Confinement, masque, tests de masse, même les vaccins. J'étais assis à mon bureau et j'étais submergé de travail ce jour-là. Les patients essayaient de comprendre ce qui se passait au Sénat et je cherchais dans mes courriels jusqu'à ce que je trouve un courriel du ministre de la Santé et quand je suis arrivé à la fin de ce courriel, à la partie m'expliquant qu'il fallait désormais utiliser le Covid-19 comme un diagnostic, dans les situations pour lesquelles je n'aurais jamais utilisé la grippe ou tout autre, diagnostic viral spécifique, sans l'avoir testé. Je me suis dit, mais bon sang, ce n'est pas comme ça que nous devons faire les choses. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'avais l'impression d'être coaché et me pousser à me servir de la Covid-19 en ignorant les mêmes normes de précision que j'applique d'ordinaire. Si je fais un diagnostic, j'estime qu'en tant que médecin, j'ai l'obligation d'utiliser tous les outils à ma disposition afin de tirer des conclusions basées sur un maximum de certitude possible. Et selon moi, le ministère de la Santé et le lien attaché au document du CDC indiquant que je pouvais diagnostiquer le Covid-19 comme cause de mortalité sur un certificat de décès, me semble-t-il, ces deux documents cumulés étaient tout le contraire de ce que j'avais appris ou fait depuis 35 ans. Il y a eu d'énormes changements dans l'attribution des causes de décès. Nous n'avons jamais vécu quelque chose d'aussi absurde que cette règle qui est maintenant utilisée. Si une personne décédait dans les 28 jours qui suivaient un résultat positif, établi par un test inapproprié utilisant la biologie moléculaire, nous devions déclarer cette personne comme décédée de la Covid-19. C'est tout simplement faux. Vous savez que ce n'est pas seulement une question de désaccord sur le plan professionnel, c'est juste un non-sens complet. En gros, quand bien même vous mouriez d'une cause clairement différente, mais que vous aviez contracté la Covid-19 au même moment, la cause était toujours répertoriée comme décès dû à la Covid. Mais tous ceux qui sont répertoriés comme morts de la Covid ne le sont pas forcément morts de cette cause, même s'ils avaient eu le Covid au moment du décès. J'espère que c'est clair. Le CDC a déclaré que toute personne testée positive et qui meurt doit être comptabilisée comme mort de la Covid. Combien sont morts de la Covid-19 et qui n'avaient pas d'autres conditions médicales sous-jacentes? À l'échelle nationale, ces chiffres tombent à des taux minimes de moins de 10%. Certains rapports évoquent même quelque chose comme 6%. Vous pouvez tout simplement diviser les chiffres qui vous sont donnés par la presse par 10 et vous retomberez sur vos pieds. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, vous trouverez un résultat absolument dérisoire. Il faut savoir qu'en Allemagne, 2500 personnes meurent chaque jour. Parmi eux, uniquement 10 meurent à cause de la Covid-19. Mais parmi ces 2500, 1000 meurent d'une crise cardiaque, 800 autres meurent d'un cancer, et une autre partie, au moins 50, meurent d'une pneumonie, ce qui est 5 fois plus que la Covid. Il n'y a pas eu plus de décès en 2020 qu'au cours des autres années. Et la pandémie continue, toujours. Ils ne sont pas capables d'arrêter ce foutoir. Il y a donc un problème de gouvernance, parce qu'il s'agit clairement d'une personne qui dirige une ONG qui s'est transformée en une organisation internationale d'affaires ayant une immunité totale de la part du gouvernement suisse. Alors qui dirige le gouvernement suisse est la grande question, tout comme qui dirige vraiment l'ONU. Du jamais vu. Une moyenne de 80 000 cas par jour maintenant dans ce pays, 47 États. Et le nombre de cas augmente plus vite que jamais. Alors pourquoi? On ne nous a jamais dit de ralentir les tests. À vrai dire, nous continuons à faire de plus en plus de tests. Notre message est simple pour tous les pays. En janvier 2020,
Une nouvelle chose a débuté, l'arrivée d'un test, le test PCR, qui a été inventé par M. Drotsen et qui a été approuvé par l'OMS. Et l'OMS a aussi approuvé que lorsqu'un test est positif, nous avons un cas de la COVID-19. Donc la signification du mot « cas » a été modifiée pendant la collecte de données d'une épidémie. Cela est pour moi et tous les autres épidémiologistes la pire chose qui puisse arriver. Ils se sont rendus compte très rapidement que ces tests étaient utilisés pour définir des cas. Les cas, dans notre jargon, font référence aux patients, mais là, les cas sont devenus la positivité du PCR. Donc nous oublions l'individu. Ce qui compte désormais est le résultat d'une technique. Ils appellent maintenant les pommes des oranges. Il y a dorénavant beaucoup plus d'oranges qu'il n'y en avait avant qu'ils n'appellent les pommes des oranges. Même l'OMS a convenu que le test PCR n'était pas suffisant. Pour être positif à un test PCR, il faut aussi avoir des symptômes. Jamais dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de la médecine, nous avons testé des personnes en bonne santé. Nous ne devrions pas utiliser de tests sur des personnes sans symptômes. Le dépistage de masse de personnes sans symptômes n'a aucune valeur scientifique. Et c'est juste une façon d'effrayer les gens. Cela crée l'impression que quelque chose de mal est en train de se passer parce qu'il y a tellement de cas. Non, il n'y a pas tellement de cas. Nous avons juste construit cette crise avec cette nouvelle définition des cas basée sur des tests PCR. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à compter les cas. Mais ce qu'ils comptaient, c'était l'activité des tests. Et plus ils ont testé, plus ils ont trouvé de cas. 100 milliards de dollars déployés sur un plan de tests à l'échelle nationale. Pour commencer, nous étions à peu près à 1 million de tests par semaine. Nous ferons des millions de tests durant de nombreuses semaines. Ce que nous vivons en ce moment n'est rien de plus qu'une pandémie de tests PCR. Il n'y a pas de connexion entre ce qui s'est passé, l'accident du laboratoire de Wuhan, et la propagation des tests. Ce sont deux choses différentes, qui n'ont pas lieu d'être connectées parce qu'un test peut être positif et détecter des virus qui existent depuis longtemps, qui existaient avant. Ils ressortent positifs pour tous les coronavirus bêta. Nous connaissons beaucoup de virus du SARS qui existent depuis environ 20 ans partout dans le monde. Nous avons créé une situation où tant de gens ont si peur que la réalité n'entre plus dans leur esprit. La méthode PCR, développée par Mullis, qui a reçu le prix Nobel pour cela, a expressément dit « N'utilisez pas ce test pour un diagnostic ». Il a dit, et il l'a dit très clairement, que ce n'était pas une technologie faite pour diagnostiquer une maladie virale. C'est une technologie qui peut nous aider à extraire un petit brin d'ADN que l'on peut développer par milliards afin d'étudier et apprendre. Le test PCR, s'il est bien utilisé, peut permettre de trouver presque n'importe quoi dans n'importe qui. Cela fait penser à une sorte de notion bouddhiste, que tout est contenu dans quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que si l'on développe une seule molécule pour en faire quelque chose de vraiment mesurable, ce que le PCR peut vraiment faire, étant donné qu'il n'y a que très peu de molécules, même qu'une que nous ne possédons pas dans notre corps, cela peut être perçu comme une mauvaise utilisation de celle-ci, juste parce qu'ils prétendent que c'est significatif. Ce test devrait être mis à la poubelle immédiatement dans le monde entier. Et il devrait être considéré comme un acte criminel. Envoyer toute personne en quarantaine parce que ce test était positif. Depuis début février, on entend que les personnes asymptomatiques peuvent transmettre le Covid-19. Nous examinons constamment ces données. Il semble qu'il soit très rare qu'un individu asymptomatique transmette ce virus.
Nous savons que la plupart des transmissions proviennent de personnes asymptomatiques, en particulier les jeunes adultes. Les enfants de moins de 10 ans peuvent être porteurs asymptomatiques du virus. C'est très difficile, c'est très dur de combattre un ennemi invisible. Nous pouvons être malades. On peut être infecté et asymptomatique ne présentant aucun symptôme. Dans toute l'histoire de la respiration, quel que soit le virus transmis, la transmission asymptomatique n'a jamais été le moteur des épidémies. Le moteur d'épidémie vient toujours d'une personne symptomatique. Une épidémie n'est pas provoquée par des personnes porteurs asymptomatiques. L'idée, par exemple, que vous pouvez être malade, même si vous n'avez aucun symptôme et que vous pouvez être une menace de virus pour quelqu'un d'autre, alors que vous n'avez aucun symptôme, a été inventée en 2020. C'est complètement absurde. Cela n'a jamais été le cas. C'est une revendication qui s'est répandue comme un fait et que je considère comme criminelle. Être asymptomatique est une définition terrifiante parce qu'elle fait de nous, des autres et de toute personne que nous croisons, des ennemis. Vous êtes devenu un ennemi potentiel pour moi parce que vous êtes potentiellement porteur du SARS-CoV-2. Et c'est vraiment terrible, parce que cela défie la capacité de toute personne soit en bonne santé. Comme le fait d'être asymptomatique peut exister. Qui est en bonne santé? Personne. Toute personne autour de nous, parents, amis, ne présentant aucun symptôme, ou étant en parfaite santé, ou qui semble parfaitement sain, peut être une menace. C'est ce que cela induit. C'est ce que cette fraude qu'il existe des infections asymptomatiques induit. On nous a fait croire, oh mon Dieu, que tout le monde est potentiellement dangereux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas clair qu'une personne asymptomatique puisse transmettre le virus à quelqu'un si elle était asymptomatique. Désormais, nous le savons grâce à un rapport récent allemand que c'est absolument le cas. L'infection asymptomatique provient d'un article scientifique qui a été publié par Drosten concernant cette femme chinoise, citée dans ce document qui n'était pas du tout asymptomatique. Elle était malade, elle avait une grippe normale. Donc cette revendication que cette femme chinoise était asymptomatique est une fraude. Ce n'était pas vrai. Afin de transmettre un virus qui soit une source efficace d'infection, vous devez posséder beaucoup de virus et si vous avez beaucoup de virus, le virus vous attaque et vous ripostez. Ce processus produit des symptômes. Inévitablement, ce n'est pas une seule instance, cela se produit toujours. C'est évident ce qu'ils veulent faire passer au travers de cela. Les personnes saines asymptomatiques sont une menace pour la communauté. Donc tout le monde doit être testé et vacciné. Après avoir été vaccinés, ils nous disent que nous sommes de nouveau libres jusqu'à ce que la prochaine mutation arrive et ensuite nous devons développer le prochain vaccin. C'est donc un jeu sans fin. Vous pouvez vous faire vacciner de nouveau chaque année. Nous savons désormais, grâce à une grande étude chinoise, nous sommes certains que la transmission asymptomatique de la COVID-19 n'existe pas. Nous ne l'avons pas. Vous n'avez pas à avoir peur. L'Organisation mondiale de la santé a discrètement changé la définition du terme immunité collective cette année. La nouvelle définition se concentre uniquement sur les vaccins et supprime la partie concernant la construction d'une immunité de groupe lors d'infections antérieures. L'immunité collective est un concept utilisé pour la vaccination, prenant en compte qu'une population peut être protégée d'un certain virus si un seuil de vaccination est atteint. Le siège de l'Organisation mondiale de la santé est à Genève et est responsable de la coordination des États membres et aussi responsable, par exemple, d'établir la classification internationale des maladies. Si j'avais à dire une chose sur cette crise, je dirais que c'est une crise de langage, surtout dans les sciences médicales.
où certains mots ne s'associent pas correctement. Le grand problème avec l'OMS, c'est qu'elle change de définition sans validation scientifique. Au niveau international, elle change la définition de l'épidémie et de la pandémie. Nous avons donc conclu que le Covid-19 peut être caractérisé comme une pandémie. Pandémique, ce n'est pas un mot à utiliser à la légère ou avec négligence. C'est un mot qui, s'il est mal utilisé, peut provoquer une peur déraisonnable. Chacun d'entre nous, tout le monde dans la rue remarque qu'il y a une pandémie parce que leurs voisins tombent malades. Les gens au travail tombent malades. Dans le bus, ça se voyait. Les gens qui toussaient vraiment, une pandémie, vous ne pouviez pas la manquer. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut vivre. C'était une pandémie et l'OMS l'a changé. Puis nous avons entendu que la définition d'une pandémie a été modifiée. Mais je n'ai entendu de raison pour cela. Tous les accords commerciaux qui ont été préparés entre les différents pays et les sociétés pharmaceutiques, les critères scientifiques pour une pandémie de grippe ont été remplis. Il y a eu une nouvelle définition qui a été inventée. Or, l'Organisation mondiale de la santé, en 2009, elle a supprimé la notion de sévérité. L'industrie pharmaceutique a fait pression sur l'OMS pour changer la pandémie, la définition de la pandémie. Et ils ont simplement effacé qu'il devrait y avoir beaucoup de cas graves et de nombreux décès. Vous pouvez changer une définition et vous pouvez changer le monde. Et nous avons eu ce changement de définition. Et ce changement de définition, c'était l'outil de la peur dans le monde entier. Au printemps 2009, les responsables de la santé publique ont été alertés d'une épidémie inhabituelle de grippe. Le monde a été confronté à un nouveau virus de la grippe contre lequel il semblerait personne n'était immunisé. La possibilité d'une grave pandémie existait. Ils ont changé la pandémie, la définition de la pandémie à nouveau. Il y a juste quelques mois, quand ils ont dit « Nous avons quelque chose comme une pandémie permanente. Nous passons au travers d'une période interpandémique. » Et ensuite, nous avons eu la période post-pandémique. Et ils ont dit, ils nous ont fait réfléchir et comprendre que la pandémie était une chose permanente avec des vagues qui reviennent toujours et encore. Et c'est l'image que l'OMS utilise désormais. Et c'est aussi ce qu'utilise Bill Gates, ce que l'industrie pharmaceutique utilise. Il nous effraie avec la prochaine vague et les nouvelles mutations. C'est en fait un très bon modèle économique. Ils ne respectent pas leurs obligations de coordonner les informations sans décider pour les États membres. Aujourd'hui, nous voyons clairement qu'ils décident unilatéralement. Maintenant, nous avons un problème politique. Ils sont responsables d'avoir annoncé et d'avoir entériné, en tant que leader, la recommandation de prendre un vaccin qui est expérimental. Alors, quelle est la conséquence? Ça va plus loin. Lorsque nous sommes arrivés au troisième thème principal de cette pandémie et comment la contrôler, je savais qu'on me mentait tout le temps au travers du gouvernement. Des scientifiques, de leurs conseillers, des ministres, des personnalités, de la télévision. Et j'ai bien peur que cette impression se soit tout simplement renforcée avec le temps. Soudainement, j'ai vu trop de mensonges et trop de rhétoriques différentes, d'incertitudes. J'ai écrit un article dans Acta Biomedica sur la santé internationale de l'OMS à propos des incertitudes et régulations sur lesquelles je m'interrogeais déjà. Je me suis donc posé des questions. Et j'ai très bien vu que quelque chose n'allait pas. Un certain nombre de scientifiques et de médecins qui ont dit que nous avons des problèmes de déclaration de Great Barrington, nous avons des problèmes des médecins pour l'éthique, nous avons des problèmes 57 scientifiques dont je fais partie, présentant un document demandant d'arrêter la vaccination, mais il semble que personne n'écoute. Et c'est triste car nous avons besoin de cette discussion. Nous devons être face à face et nous devons avoir cette discussion afin d'obliger les entreprises pharmaceutiques à nous fournir une réponse à cela et à tout cela. Et donc, au fil du temps,
j'ai constaté que quand je parlais à des collègues scientifiques, souvent des scientifiques retraités ou des universitaires ou des gens avec qui j'ai grandi et qui maintenant siègent dans des départements en immunologie, ils sont d'accord avec moi en privé que le test PCR, tel qu'il a été fait, était complètement absurde et frauduleux et que l'attribution des décès que nous avons faits est complètement stupide. Le confinement était clairement irrationnel et a probablement tué beaucoup de gens. Mais la différence, c'est qu'ils ne voulaient pas dire quoi que ce soit en public parce qu'on a laissé entendre que les autorités universitaires ne voulaient pas que nous remettions en question le récit du gouvernement ou celui des conseillers. Donc nous ne l'avons pas fait, et c'est ce qui s'est passé. Le résultat a été qu'un nombre de personnes ne se sont jamais retournées. Certaines d'entre elles sont tellement bien payées qu'elles préfèrent dire le contraire. Et d'autres ont juste peur de perdre leur emploi. Des gens m'ont dit « Tu ne devrais pas en discuter ». Ce n'est pas une bonne situation. Tout le monde doit suivre l'ordre de dire « Ok, nous aussi ». Et cela m'a rappelé beaucoup la période soviétique que j'ai vécue. Il n'y avait qu'une seule direction admise. Et si vous aviez une explication différente, vous étiez considéré comme ennemi, ou comme espion, ou comme un théoricien conspirationniste. Les puissances soviétiques ont fait cela. Quand vous aviez une opinion différente, ils vous disaient « Vous faites partie d'un groupe conspirationniste ». Vous avez une théorie conspirationniste. Vous tenez un discours de haine. Cette expression discours de haine vient des communistes. Les gens devraient s'opposer à toutes sortes de restrictions gouvernementales. Et c'est la seule leçon que nous avons appris de l'histoire. Surtout celle que nous avons appris de l'époque communiste. C'est quand nous déléguons l'autorité à un gouvernement central dont les motifs sont complètement entremêlés avec ceux des grandes entreprises. Et l'industrie pharmaceutique est quasiment l'une des moins éthiques de toutes. On leur donne un libre accès, un accès total à nos corps et à nos esprits. Comment cela peut être plus stupide? Enfin, c'est vraiment stupide. Ce n'est pas que tout le monde est mauvais. Mais beaucoup de gens stupides amènent de mauvaises personnes à des postes qu'ils ne devraient jamais occuper. Un gouvernement par décret, c'est gouverné par la confusion et la contradiction. Toujours plus de règles et de réglementations, c'est ce qu'ils tentent de faire. Mais pourquoi font-ils cela? C'est un jeu psychologique qui est la seule façon d'amener les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement, en les gardant dans un mode de panique constant. La peur nous fait agir de manière totalement irrationnelle. Et c'est ce que nous voyons. Rien n'a de sens. Cela crée une situation dans laquelle les gens renoncent à utiliser leur propre esprit. Ils délèguent leur esprit à un troupeau, à l'autorité, je ne sais plus quoi penser. Toutes ces informations contradictoires sont tellement absurdes. Les êtres humains ont besoin de cohérence. Et donc, si on peut les mettre dans un état d'incohérence, ils feront littéralement tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour retrouver de la cohérence. C'est une forme typique de torture. Si vous faites tout simplement ce que je veux, je vous permettrai de retrouver un état de cohérence. Si vous acceptez les passeports, vous serez libre. Ou si vous vous faites vacciner, vous serez libre. Je n'ai jamais pensé que je me trouverais dans une situation d'imaginer ce que cela a dû être de se retrouver en Guyane avec Jimmy Jones en 1978. Qu'est-ce que cela a dû être pour ces gens d'avancer progressivement vers un endroit où ils étaient finalement prêts à boire du soda contenant du cyanure. Heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, d'une histoire à l'autre, d'une mauvaise nouvelle à une autre, un titre sensationnel de plus. C'est presque comme si nous nous faisions lentement taper dessus, jusqu'au point où on nous dit « Ok oncle, j'abandonne. Je vais boire le soda. »
De nos jours, le fait que les gens qui ont une question n'essaient pas de trouver la réponse, n'essaient pas de trouver une réponse collective avec leur ami ou leur famille et quelque chose d'ancré dans la réalité, ils vont vers une chose contrôlée, c'est Wikipédia, et ils trouvent une réponse directe offerte par une sorte de conscience supérieure qui est le monde numérique. Mais c'est fondé sur un mensonge. Les écoles, la qualité des écoles est très faible et en baisse constante, de plus en plus basse, car conserver les gens ignorants est la clé du succès dans ce cas. Je pense que nous devrions désinvestir. Nous devrions nous éloigner de cette illusion, de cette délusion et revenir au réel. Voilà mon conseil. Je suis médecin, je peux vous prescrire quelque chose. Je vous prescris d'éteindre la télé, d'éteindre vos smartphones. Retour à la réalité. Alpha, beta, gamma, delta. Ce sont les variantes du coronavirus. Il y en a une nouvelle, appelée le Delta+. Ça semble surprenant. La variante qui nous préoccupe, à nouveau double mutant. Nous sommes préoccupés par la variante Delta, la souche double mutante. Devons-nous craindre la variante Delta ? Absolument. Inquiétude croissante à propos de Omicron. Dans la nouvelle souche du coronavirus, la 5e variante préoccupante. Nous ne voulons pas effrayer le public américain, mais quelque chose est en train de se produire, nous devons prendre cela au sérieux. Ce que nous voyons cliniquement en Afrique du Sud est extrêmement bénin selon nous. Que des cas bénins. Nous n'avons admis personne. J'ai parlé à d'autres de mes collègues. Même topo. Il y a 48 cas en Californie que nous avons identifiés. Dans la grande majorité, l'écrasante majorité, a été entièrement vaccinée. 60 de ces personnes ont été infectées par Omicron. Toutes ont présenté des symptômes légers ou inexistants. Je voudrais juste exhorter tout le monde. Les vaccins fonctionnent, les vaccins sont efficaces. Cela va prendre plus de temps pour battre la Covid-19 et les mutations plus anciennes que nous voyons si nous ne vaccinons pas le reste du monde rapidement. Vous avez été infecté? Vous survivrez probablement, sauf si vous êtes déjà malade et très proche de la mort. Vous êtes alors immunisé, probablement pour des décennies, peut-être pour la vie. Ce n'est pas vrai que les variantes représentent une menace. Ce n'est pas vrai que vous avez besoin d'un vaccin supplémentaire. Pour la plupart, vous n'avez pas besoin de vaccin du tout. C'est tout à fait normal que des virus à ARN, comme le SARS-CoV-2, quand ils se répliquent, génèrent des erreurs typographiques. C'est ce qu'il se passe. Des fautes de frappe que l'on appelle variantes. Mais il est vraiment important de savoir qu'une variante trouvée, même bien différente de la séquence identifiée à Wuhan, celle qui est la plus distante n'est différente que de 0,3% de la séquence originale. Il y a eu des expériences faites l'année dernière sur des personnes qui ont été infectées par la cellule il y a 17 ans et on leur a demandé de donner leur sang. Ce qu'ils ont fait, une différence de 20%, n'était pas suffisante pour tromper le système immunitaire de ces personnes qu'il s'agissait d'un nouveau virus. Il l'a aisément reconnu comme un frère ou une sœur ou le cousin de quelque chose qu'il a déjà été conquis. Ce n'est tout simplement pas vrai que les variantes que l'on balance quand elles se répliquent sont suffisamment différentes les unes des autres pour représenter une quelconque menace. Ce n'est même pas improbable, c'est impossible. Quand les scientifiques de votre gouvernement vous disent qu'une variante de 0,3% différente du SARS-CoV-2 peut être un nouveau virus, est une menace pour votre santé, il faut savoir, et je vous l'assure, qu'ils mentent. S'ils mentent comme ils le font, pourquoi l'industrie pharmaceutique fait le plein de vaccins ? Ce qu'un confinement fait, c'est de nous rendre tous moins sains parce qu'il interfère avec la production de biens et services qui répondent aux besoins et désirs des êtres humains. Quand on parle de compromis, cette idée que, eh bien, ce n'est pas le moment de penser à l'économie, c'est le moment que nous restions tous à la maison pour être en bonne santé. C'est absolument faux et une fausse distinction. Parce que ces deux choses ne font qu'un et sont la même chose. Quand vous parlez de croissance et de vitalité, de l'économie américaine, tout commence avec les petites entreprises. Ces petites entreprises
dans toute l'Europe ont été plus ou moins tués. C'est la vraie question du jour. Et comment revenir en arrière? Comment revenir à l'ancienne situation? Cela va prendre des années, des décennies, pas seulement des mois ou des semaines. Je pense que les gens sont maintenant plus faibles qu'ils ne l'étaient il y a 8 mois. Les suicides montent en flèche. Les entreprises sont en train de mourir. L'ensemble de la classe moyenne est très proche de la faillite, et pas seulement qu'en Allemagne. Cet appauvrissement va causer beaucoup plus de décès à cause de la famine, des suicides, de l'alcoolisme, de la désolation. C'est de cela que nous devons nous inquiéter, pas du danger que représente le virus de la Covid, qui est tout à fait gérable. Notre prémisse a été, depuis le début, que nous ne sommes pas soumis à une protection égale devant la loi. C'est très injuste et dévastateur pour nos petites entreprises. Pendant ce temps, les grandes entreprises sont autorisées à poursuivre leur activité, comme d'habitude, pendant que l'Amérique de base et la classe moyenne, qui travaillent dur dans ce pays, sont en train d'être décimées. De nombreux restaurants et bars dans tout Melbourne luttent toujours pour garder leurs clients, malgré la fin du 5e confinement. Selon de nouvelles lois, les magasins non essentiels doivent rester fermés. Les magasins comme Lowe's et Home Depot restent ouverts selon l'ordre du gouverneur. Que ce soit intentionnel ou pas, ce que nous observons est une sorte de transfert massif des richesses dans l'économie, éloignant des dizaines de milliers de petites entreprises, souvent familiales, pour faire place à des grandes entreprises publiques qui s'avèrent profiter pleinement de l'économie numérique. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre, libertaire, peu importe, c'est quelque chose qui devrait vous troubler. Nous avons 100 petits commerces dans le centre-ville d'une communauté. Vous les déclarez non essentiels, vous les fermez. Tout à coup, Amazon, Walmart et les grandes surfaces arrivent et prennent toutes les parts de marché. En attendant, les gens du centre-ville doivent continuer à rembourser leurs cartes de crédit et leur loyer, donc ils sont pris au piège de la dette. Ils sont désespérés de pouvoir obtenir de la trésorerie pour simplement couvrir leurs dettes et leurs dépenses quotidiennes. En même temps, vous avez la Réserve fédérale qui exerce une forme d'assouplissement quantitatif dans l'achat d'obligations d'entreprise. Et les gars qui prennent des parts de marché peuvent en gros financer à 1%, ou du moins leurs banques peuvent de 0 à 1%, alors que tout le monde dans la grande rue rembourse ses cartes de crédit à 16 et 17% sans revenus. Donc en gros, ils sont point émaillés et peuvent dire au revoir à leur part de marché. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas la possibilité de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont trop occupés à essayer de trouver des moyens de nourrir leurs enfants. C'est une question de liberté. Je ne peux pas travailler à cause du décret du gouverneur. Voici l'un des quartiers les plus pauvres de Santiago. Et maintenant, beaucoup de résidents ont faim. Ces protestations sont partout en Allemagne, presque tous les week-ends. Nous avons 10 à 20 manifestations, des marches. Tromperie du peuple. Oui, la tromperie du peuple, c'est ça le théâtre. Le théâtre mondial. D'une certaine manière, cette Covid-19 est en train d'éloigner ce que nous avons de meilleur à offrir à nous-mêmes et à autrui. C'est pourquoi j'ai une colère intérieure si forte, rien que de penser qu'il y ait une sorte d'ordre du jour établi comme une réponse globale satisfaisante à cette pandémie. Quand j'ai enquêté sur la grippe, dans mon territoire de santé publique, il y avait environ 150 000 résidents qui travaillaient.
J'ai donc reçu 10% d'entre eux durant la très forte saison de grippe, ce qui correspond à 10 000 patients avec la grippe. Et au Mexique, il y en avait uniquement 600. Comment ça se fait? Il y a 20 millions de personnes qui vivent dans cette région. Et on parlait d'une pandémie. Je n'ai pas compris. C'est pour cette raison que j'ai commencé à faire des recherches et essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'ai découvert que c'était un gros canular. Les accords commerciaux établis entre les pays et les entreprises pharmaceutiques étaient préparés. Ils étaient sur le point d'être déclenchés par l'OMS. Les contrats étaient pour la plupart confidentiels. Et j'ai ensuite découvert que les contrats de vaccins avaient déjà été préparés. De nombreux pays, dont l'Allemagne, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne, ont conclu des accords secrets avec les sociétés pharmaceutiques avant l'incident de la grippe porcine, les obligeant à acheter des vaccins contre la grippe porcine, mais seulement si l'OMS émettait une alerte pandémique de niveau 6. J'ai découvert le plan de l'OMS sur la préparation de la pandémie qui avait déjà débuté. Quand l'OMS a invité l'industrie pharmaceutique à faire quelque chose pour la santé, et que les investisseurs comme Bill Gates et sa fondation Bill et Melinda Gates ou Wellcome Trust sont tous venus et ont donné de l'argent à l'OMS et fait un partenariat public-privé avec elle. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies, les fondations et les ONG et l'industrie pharmaceutique constituent près de 40% du budget annuel de l'OMS. Nos priorités sont vos priorités. Il y a des personnes qui s'intéressent à la propagation des maladies infectieuses. Et c'est un problème très sérieux. Cela n'a rien à voir avec l'hygiène, car ça a à voir avec la criminologie. Si nous devions littéralement rechercher les ombres noires, le boogeyman, et toutes les mauvaises personnes à chaque coin de rue, je ne sais pas comment nous trouverions la motivation de nous lever chaque matin pour essayer de rendre le monde meilleur et de laisser derrière nous le sentiment d'avoir amélioré le monde, au moins un peu. La médecine est un gros business, probablement le plus gros business de la planète entière. Gros business, malheureusement, signifie grosse corruption. Donc, avec tout l'argent qui peut corrompre les politiciens, on peut corrompre les médecins, on peut même corrompre les âmes. L'idée de la santé publique a pour but de faire le meilleur travail possible au service du plus grand nombre de personnes a complètement disparu. Et vous pouvez voir cela au travers des politiques faites autour de la Covid-19. Elles sont conçues pour tuer des gens. Vraiment, je veux dire, c'est poser une forte accusation. Mais personne n'a jamais été capable de m'expliquer comment la santé publique ou la santé de quiconque s'améliore quand vous prenez une personne de 80 ans et la privez de tout contact humain jusqu'au point où elle renonce à sa volonté de vivre. C'est le type de comportement que l'on peut attendre des nazis, pas des responsables de la santé publique. Ces pays ont utilisé la Covid-19 comme une chance d'initier l'euthanasie pour les personnes âgées et handicapées, afin de se débarrasser d'un fardeau économique et de ceux qui se souviennent encore de l'histoire. Depuis 12 mois maintenant, nous avons vu, selon moi, une sorte de génocide sur les personnes âgées. Et c'est vraiment un gros problème. Et quelqu'un doit prendre ce problème en compte. Cela nous a désillusionnés, ma femme et moi. Et nous avons peur que le public, les gens qui nous entourent, ne réalisent pas qu'ils sont menés à leur perte, conduits à leur perte en tant qu'êtres humains, parce qu'ils sont en train de perdre leurs droits. La surveillance devra se poursuivre. Les contaminés devront toujours être tracés et mis en quarantaine. Le vaccin à lui seul ne mettra pas fin à la pandémie.
Donc, pour le monde au sens large, la normalité ne reviendra que lorsque nous aurons vacciné une grande partie de l'ensemble de la population mondiale. Sept stades de sport sont déjà utilisés comme site de méga-vaccination à travers le pays. Je suis certain qu'il n'était pas approprié de se lancer uniquement vers une vaccination de masse. Il n'y a jamais eu de vaccination approuvée pour le coronavirus. De dire que désormais nous allons le développer et en faire une solution massive, c'est gênant. Cela ne me semble pas correct. C'est vraiment un vaccin expérimental testé sur le monde entier. Ces vaccins à base de gènes ne sont approuvés par aucune autorité médicale comme la FDA, l'Agence européenne des médicaments. Ils sont disponibles uniquement dans le cadre de ce que l'on appelle une autorisation d'utilisation d'urgence, donc il n'y a pas d'urgence. Ils devraient tout simplement ne pas être administrés. Nous ne connaissons pas grand-chose d'eux. Nous ne savons rien du tout sur les possibles effets secondaires à long terme. Il y a 3 choses souhaitables dans un vaccin. Il doit être très sûr pour toute la population, indiquant aucun effet secondaire. Il doit bloquer la transmission et doit empêcher que les individus qui reçoivent le vaccin tombent malades. Lorsque l'on regarde les résultats de la recherche actuelle de Moderna et de Pfizer, les bénéfices qu'ils nous vantent, que regardent-ils exactement? Les résultats. Qu'est-ce qu'un succès pour eux? En fait, il y a 2 points d'aboutissement qu'ils regardent. Le premier, est-ce que le vaccin empêche d'avoir un test PCR positif? Deuxièmement, est-ce qu'il vous empêche d'avoir un symptôme Covid-19? Un seul. C'est tout. Le point final de la 3e phase est légèrement différent de cela. Ce sont les résultats les plus importants à observer. Les recherches sur Moderna et Pfizer ont manqué cela. Ils ne montrent pas cela. Nous ne savons pas si ces vaccins vont fonctionner. Nous ne savons pas s'ils fonctionneront pour éviter les décès. Nous ne savons pas s'ils fonctionneront pour éviter les transmissions. Une fois la 2e dose reçue, vous avez 2 mois d'immunité. Juste 2 mois. C'est tout. Donc il y a très peu d'efficacité ou de bénéfices à prendre ces vaccins. Mais quand vous regardez les risques, on observe beaucoup de choses dont nous devons nous préoccuper. Devons-nous nous soucier de ces médicaments? Certains d'entre eux peuvent-ils avoir des effets secondaires? Nous devons faire des tests de sécurité. Vous savez, nous parlons de choses qui sont génétiquement modifiées et que nous les injectons dans les bras des jeunes enfants. Nous les injectons directement dans les veines. Donc oui, je pense peut-être que nous devrions avoir un système de sécurité où nous faisons des essais et testons les choses. Les vaccins à ARNM sont un exemple de cette thérapie cellulaire génique. Je dis souvent que si nous avions fait une enquête il y a 2 ans, demandant au public s'il serait prêt qu'un gène ou une thérapie cellulaire soit injectée dans leur corps, nous aurions probablement un taux de refus de 95%. Je pense que cette pandémie a également ouvert les yeux de beaucoup de personnes sur l'innovation, d'une manière qui n'était peut-être pas possible auparavant. Paradoxalement, toutes les entreprises pharmaceutiques se sont concentrées sur la protéine de pointe, qui est encore un déclencheur parce que la protéine de pointe est le point névralgique du génome en termes de mutation. Donc, si vous voulez une certaine spécificité, vous ne prendrez pas le chemin de la variance, mais plutôt celui du côté le plus stable. Ils ont choisi la stratégie de ciblage de la protéine de pointe, ce qui est une bonne solution si vous partez sur l'idée que vous voulez développer plusieurs vaccins, étant donné qu'à chaque fois qu'il y a une variation, une mutation dans l'épigène, vous aurez besoin de développer un nouveau vaccin. Les actions de Moderna sont en hausse aujourd'hui. Pfizer a atteint un nouveau sommet depuis que la FDA a autorisé la 3e dose. Si vous réfléchissez bien, il y a encore beaucoup de virus pour lesquels nous n'avons pas encore de vaccin. Et d'un point de vue économique, les vaccins ont un meilleur retour sur investissement en matière de santé. Et donc nous devons regarder cela au niveau planétaire car nous sommes engagés aux côtés de nombreux dirigeants européens, de dirigeants africains et d'autres d'Asie, du Sud-Est, dans un fonds d'achat permettant de faire circuler ce vaccin lorsqu'il est disponible et de le distribuer. La réalité est que nous injectons de l'ARNM dans
une capsule de graisse. Donc, dans ce cas, nous utilisons un liposome comme un cheval de Troie, le liposome, comme une composition similaire à celle de la membrane cellulaire. Voilà le secret. Utilisé pour faire entrer un ARN étranger dans la cellule. Désormais, l'ARNM est reconnu par le système, donc vous avez le noyau de l'ADN et tous ces petits ribosomes prêts à être lus et analysés afin de produire la protéine de pointe. Et grâce à cela, nous pouvons obtenir des anticorps et être synthétisés pour combattre le spike, avant d'obtenir une immunité et de construire des anticorps. Vous obtenez ce spike qui, je suppose, se lie au récepteur. Et cela m'amène à une de mes préoccupations. J'ai un certain nombre de préoccupations. L'une concerne le fait que le spike peut éventuellement se lier au récepteur. Et où avons-nous le plus de récepteurs ACE2, de récepteurs BFG et de récepteurs ACE1. Ce sont les trois types de récepteurs qui peuvent être activés. Les testicules sont le point idéal. Messieurs, vos testicules. Et sinon, le second serait le placenta. Le troisième serait l'intestin. Le vaccin contre la Covid-19 peut-il causer l'infertilité? C'est probablement la question la plus fréquente que je reçois des femmes. Un vaccin distérilisant parce qu'il vous donne cette protection complète. Il est peu probable que ces vaccins stérilisent complètement la population. Il est très probable qu'ils aient un effet avec un pourcentage, disons, de 60 ou 70%. Disons 60 à 70%, professeur John Bell? Il n'y a aucune étude à long terme sur ces vaccins. Nous ne savons pas ce qui peut arriver un an après avoir pris ce vaccin. Nous venons juste de le développer. J'émets une certaine prudence à ce sujet parce que nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme d'une modification fondamentale de l'ADN et ARN des gens. Nous finançons l'ARNM depuis plus de 10 ans et maintenant nous avons accéléré son développement. Si nous pouvons faire en sorte que l'ARN messager fonctionne en toute sécurité chez les êtres humains, ce sera une plateforme très large et une nouvelle classe de médicaments. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de percées sur le front médical autour de l'ARN synthétique. C'est comme un programme informatique, vous pouvez pratiquement tout faire. Vous pouvez transformer quelqu'un en un véritable effroyable papillon si vous avez la bonne séquence ADN. L'ARNM est une molécule d'information, c'est comme un logiciel. C'est le logiciel de la vie. Il y a 4 lettres qui composent chacun de nos médicaments. C'est juste l'ordre des lettres qui fait varier le produit 1 au produit 2. Donc dès lors que vous avez trouvé comment le faire marcher une fois, vous pouvez obtenir de nombreux nouveaux produits très rapidement. Peu importe, c'est l'alphabet classique de l'ARN. Ici, ce morceau synthétique ne s'appuie pas sur cet alphabet, mais sur cet alphabet. A, Y, G, C. Sans U. Chaque U a été remplacé par un Y. Ce qui signifie que vos cellules reçoivent maintenant quelque chose dont elles n'ont jamais entendu parler, qu'elles n'ont jamais vu. Nous sommes dans l'expérimentation. Nous avons beaucoup de questions, mais pas de réponses. Ces nouvelles injections que nous appelons vaccins posent beaucoup de problèmes, beaucoup d'effets indésirables très importants. Microcoagulation presque partout. Et ce sont des choses très dangereuses. Ensuite, bien sûr, à cause de ces microcoagulations, vous pouvez avoir n'importe quel type d'attaque, myocardite, problème de thrombose ou embolie pulmonaire, et ainsi de suite. Et donc, une maladie auto-immune peut être déclenchée par ces vaccins à base de gènes. Peut-être que vous êtes déjà arrivé au stade où vous avez des anticorps
mais que cette cellule a pris du retard à produire de la protéine de pointe. Et parce que vous avez un anticorps, que pensez-vous qu'il va faire? Il va détruire votre cellule, votre propre cellule. Est-ce ça? C'est ce qu'on appelle une réponse auto-immunitaire. Et c'est une hypothèse qui permet de comprendre ce qu'il se passe avec la thrombose et tous ces problèmes de maladies vasculaires que nous avons vus. Nous avons des exemples de patients, j'ai observé leur sang avec la microscopie à fond noir, juste avant et juste après le vaccin, il y a eu un vrai changement. Vraiment, vous pouvez voir l'aggravation après. Au début de l'année, j'ai dit oui, c'est très facile de soigner les personnes qui ont le virus de la Covid. Mais nous ne savons pas comment traiter les vaccinés. Hi, bonjour, je m'appelle Kai Warner, je suis un coureur professionnel de VTT et j'ai pris le vaccin de Pfizer, ma deuxième dose le 10 juin et environ un mois plus tard, j'ai développé une péricardite qui est le gonflement de la paroi du cœur, ainsi que du POT et de l'arthrite réactive. Et cela a mis fin à la carrière que je vivais. Et une grande partie de ma vie quotidienne a changé radicalement. La plupart de nos vaccins sont sacrément sûrs, ils sont vraiment bons. Et s'ils blessent quelqu'un, c'est une situation extraordinaire, rare et vraiment pas intentionnelle. Mais ces vaccins à base de gènes sont utilisés de manière imprudente, y compris chez les personnes qui ne courent aucun risque avec le virus. Et certaines de ces personnes deviennent blessées et certaines meurent. En ce qui me concerne, c'est un meurtre. Si on doit l'utiliser, on devrait se concentrer sur des groupes qui ont un risque de maladie grave et de mort au lieu de ce que nous faisons. Certains pays utilisent les boosters pour tuer des enfants, ce qui n'est pas bien. Vous, les médecins qui ne disent rien, et à tous ceux qui sont impliqués dans l'administration de ces vaccins, surtout aux personnes jeunes et en bonne santé, je pense que vous brisez le code de Nuremberg et je serai ravi de vous poursuivre en justice. Puisque ces vaccins sont expérimentaux, je pense qu'on devrait donner aux personnes le choix de participer ou pas à cette expérience. En fait, le code de Nuremberg a été créé pour cette raison après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons jamais été censés forcer un humain à faire une expérience contre sa volonté. Et quand les gens disent « mais non, ils ne sont pas forcés de recevoir le vaccin », eh bien, si vous empêchez quelqu'un de trouver un emploi, d'aller à l'école, de voyager ou de faire quoi que ce soit qui prenne sa liberté souveraine en tant qu'être humain, alors oui, vous le forcez à se faire vacciner. Nous devons défendre les droits de l'homme et ne pas pousser tout être humain dans une expérience. C'est vraiment une expérience. Près de 4 mois après le début de la vaccination, les distributeurs commencent à manquer de personnes qui veulent être euthanasiées, immunisées. Nous savons que les gens de 70 ans et plus sont plus vulnérables de tomber malades et de mourir à cause de ce vaccin. Les gens qui meurent de ce vaccin, de cette maladie, ces vaccins sont sûrs. Pourquoi peuvent-ils quand même vous tuer si vous avez moins de 27 ans? Nous devons être clairs et directs quant à notre message et nos efforts pour lutter contre la pandémie mondiale. Il n'y a pas de mur suffisamment haut contre ce large océan pour que nous soyons protégés du vaccin, de la Covid-19 dans les autres pays. Le gouvernement fédéral continue à prendre des mesures agressives et proactives alors que nous attaquons la santé et la sécurité. Nous protégeons la santé et la sécurité du peuple américain. La collaboration de la médecine avec le gouvernement, en particulier dans l'application de la loi, est la fin absolue de la démocratie. Elle doit être mortelle parce que l'État policier est ce qui ressort de tout ça. Quand les médecins deviennent des agents du gouvernement, lorsqu'ils collaborent avec le gouvernement, on ne peut plus leur faire confiance. Ils ne respectent plus le serment d'Hippocrate comme quelque chose auquel ils doivent se conformer. Cela devient vraiment le plus grand bien. Qui décide de ce qu'est le plus grand bien? Nous a-t-on déjà demandé de voter sur des éléments qui sont pour le plus grand bien? Les passeports vaccinaux arrivent. Un jour, bientôt, vous devrez peut-être prouver votre statut Covid pour aller au pub, voyager à l'étranger et même aller au travail.
Nous allons chercher à voir à quoi ressemble la traque des contaminés dans le nouvel ordre mondial. N'êtes-vous pas du tout inquiet que les entreprises technologiques puissent prendre des décisions incontrôlées concernant les gens qu'ils retirent de leur plateforme? Il y a une nouvelle menace envers nos droits à l'horizon. Selon Gates, la seule façon de mettre fin au confinement de manière responsable est d'établir un vaste système de surveillance qu'il deviendra dangereux de travailler ou de voyager, d'aller à l'église ou à un match de baseball, à moins que nous abandonnions nos données personnelles. Je n'ai pas vu la preuve scientifique de tout cela. Maintenant, ils veulent des passeports vaccinaux pour contrôler qui peut aller où, un vrai cauchemar orwellien. Des infrastructures de contrôle, une prise de pouvoir sans précédent et antidémocratique. C'est littéralement la fin de la liberté humaine en Occident. Si ce plan se réalise, il ne s'agit pas du vaccin, il ne s'agit pas du virus, il s'agit de vos données. Et une fois parti, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez pas besoin de passeport vaccinal. Il n'apporte ni à vous ni à personne quoi que ce soit par rapport à votre sécurité. Mais il peut permettre à celui qui contrôle cette base de données et les règles un contrôle intégral sur tout ce que vous faites. Bonjour tout le monde, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie et moi-même. Sa carte d'identité numérique délivrée par le gouvernement. En ce moment, je suis en train de rappeler à Lucie qu'elle doit prendre un rendez-vous pour sa vaccination obligatoire. Vous possédez ce passeport vaccinal et ça sonne. Et en plus de vous alerter que vous devez vous rendre au centre de santé pour votre vaccin de rappel, peut-être votre deuxième dans l'année, il vous informe également que vous devez amener votre petit enfant parce que votre fille n'a pas encore amené de petits copains. Et ils vous disent que si vous n'amenez pas ce petit enfant, votre passeport vaccinal expirera tout comme celui de votre fille. Essayez de résister à cela. Si vous n'avez pas encore pris votre booster, votre statut de vaccination complète ne durera pas. Ne vous y trompez pas. Ces individus qui ont suivi une vaccination normale pour la Covid seront considérés comme non vaccinés très bientôt. Ils vont le faire. Ils vont vous dire que vous n'êtes pas vacciné, que vous devez faire un rappel, au risque de subir une perte potentielle d'emploi ou tout autre type de sanction. Booster. Il est très clair qu'obtenir 3 vaccins, d'avoir fait votre rappel va devenir un fait important. Et cela vous rendra la vie plus facile à plein de niveaux. Notre vaccin pour la variante Omicron pourrait se faire au travers de 3 doses. Comme il est apparu qu'un vaccin de rappel pourrait être nécessaire chaque année, il va y avoir une économie de la vaccination et vous y participerez que si vous êtes vacciné. Il n'y aura pas de retour aux anciennes normes dans un avenir prévisible. L'Allemagne et d'autres pays européens ont imposé de nouvelles mesures de confinement partiel. Juste après 11 jours après le deuxième confinement, un troisième. Mais à minuit ce soir, Victoria est plongée dans le verrouillage numéro 5. Pouvez-vous expliquer que garder les gens chez eux de 21h à 6h du matin va aider la situation? Et c'est comme ça. Nous devons accepter le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui est le premier jour complet du nouvel ordre mondial. Les gens pensent que nous allons tout simplement revenir au bon vieux monde que nous avions. C'est, disons, de la fiction. Cela n'arrivera pas. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'élite politique sincèrement préoccupée par le bien-être des gens ordinaires. Cela est très proche d'une société d'esclaves. Il y a une petite élite qui contrôle le reste. C'est l'impression que cette année a laissée, par ces expériences de fermeture et d'autres mesures. Maintenant, avec la nécessité grandissante de se faire vacciner, donc on peut croire que le but est de créer un nouveau système social, un ordre. Ce que font réellement les passeports immunitaires, en fin de compte, est ce que nous attendons de la part d'Israël, qui est probablement l'avant-garde de tout ça, c'est de créer un apartheid vaccinal. Pendant toute la période nazie, les Juifs ont été diabolisés en tant que propagateurs de maladies. Et actuellement,
la diabolisation des personnes non vaccinées contre la Covid-19 qui sont également accusés de propagateurs de maladies. C'est presque un scénario de guerre civile auquel nous aboutissons. Les personnes qui sont vaccinées et celles qui ne sont pas vaccinées, les personnes qui sont vaccinées récupéreront supposément leurs droits, comme si nous avions besoin que quelqu'un nous dise que nous pouvons garder nos droits. Non, ces droits ont toujours été là. Si quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre, la question est comment pouvez-vous rassembler les moutons à l'abattoir sans qu'ils s'en rendent compte et résistent? Donc, l'ennemi invisible est une chose parfaite. Un virus est parfait parce qu'il est invisible. Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas parce qu'il est invisible. Donc invisible, les ennemis invisibles sont toujours les préférés, surtout quand ils font peur aux gens. Si vous pouvez utiliser la peur et introduire une peur significative, alors les gens auront besoin du gouvernement pour les protéger de l'ennemi invisible. Ensuite, la deuxième tactique qui est très efficace est de diviser pour mieux régner. Les médias jouent un rôle très important s'ils peuvent opposer les hommes et les femmes les uns contre les autres, les noirs et les blancs les uns contre les autres. Ce sont toutes les manières d'instaurer la peur et d'amener les gens à accepter des choses. Ce que le Covid-19 est, c'est une institution de contrôle nécessaire pour convertir la planète du processus démocratique à la technocratie. Donc, ce que nous observons est un changement de contrôle et une ingénierie des nouveaux systèmes de contrôle. Alors, considérez ceci comme un coup d'État. C'est beaucoup plus qu'un coup d'État, qu'un virus. Et c'est toujours l'astuce. Une fois que vous avez effrayé les gens, ils acceptent tout. Le plan est très clair. La crise sanitaire a été utilisée pour atteindre un contrôle total de l'économie, de la vie des gens. Ils veulent transformer le monde en un système qui est probablement proche du système chinois. En Chine, ils ont ceci, un système de points sociaux. Ils n'ont aucune liberté. Ils sont juste dans une cage, une grande prison. Une prison en plein air où vous devez faire ce que vous êtes censé faire. La Chine est très importante parce que c'est un laboratoire de la vie qui viendra ici avec le crédit social et toutes ces choses que nous voulons que vous produisiez. Nous voulons que vous vous comportiez de telle manière, etc. Ils vont dire, maintenant, restez chez vous. Vous êtes attaché à tel endroit, dans des villes intelligentes ou des régions intelligentes, et ne bougez pas de chez vous. Là où les infections sont élevées, on demandera aux gens de rester dans un rayon de 15 km de leur domicile. Que pensez-vous de la décision du gouvernement de restreindre la liberté de mouvement dans un rayon de 15 km autour du domicile d'une personne? Cela ne soulève-t-il pas la question juridique de nos droits fondamentaux? En un mot ou en une phrase, 2020. Récupération. 2021. Normalité. Nous avions l'habitude de dire que nous étions uniques et notre personnalité était très importante. Dans le monde normalisé, le monde hyper normalisé, ils veulent que nous soyons tous la même personne. Que vous soyez en Suisse ou ailleurs, ils n'ont pas besoin de plus d'unicité. Il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones et qui font des opérations bancaires numériques sur leur téléphone. Ils ont accès à leur argent sur leur téléphone, de l'argent mobile. Alors, tout d'un coup, les gens se sont dit « Oh, super, je n'ai plus besoin de faire la queue pour recevoir mes indemnités gouvernementales si je tombe malade. » Je veux dire, je vous assure, quoi que l'on vous paie pour être au chômage, cette compensation ne vaut pas la peine de renoncer à votre liberté. C'est une opportunité dont nous pouvons nous servir. En fin de compte, cela va évoluer vers un système de transactions financières dans lequel ils peuvent vous empêcher de vous déplacer dans votre espace ou désactiver votre capacité à effectuer des transactions. Ils veulent que vous obéissiez et que vous répondiez aux procédures. Ils veulent avoir les mêmes procédures. Que vous soyez en Suisse, en France, en Italie, en Allemagne, en Chine. Pourquoi? Parce que l'argent est le même partout dans le monde. La main qui tient l'argent est la même partout dans le monde. La discussion n'est pas autorisée si vous êtes calme. Si vous êtes anéanti sur les chaînes, si vos livres sont brûlés, je pense que c'est une société dans laquelle je ne veux pas vivre. Ensuite, je commence à me battre. Une minorité essaie de contrôler une majorité à coups de menaces. Menaces d'emprisonnement et d'amende.
Et en réalité, voyez-vous, les gens qui viendraient m'arrêter, les adjoints, les shérifs, la police, sont dans le même état d'esprit également. Ils sont aussi américains, ce ne sont pas des robots. Ce sont aussi des Américains qui veulent également leur liberté. Cela fait 1 an. Et nous sommes toujours en train de gérer ces mandats, ces règles. Et ils utilisent toujours le mot temporaire, temporaire. Eh bien, qu'est-ce qui est temporaire? Je veux dire, est-ce que temporaire c'est 5 ans, c'est 10 ans, est-ce que c'est 20 ans? Qu'est-ce que temporaire? Je veux dire, pour moi, cela fait déjà si longtemps que c'est permanent. Peut-être pensez-vous qu'il est difficile de se battre contre le gouvernement. Vous savez, c'est un gouvernement de gros bonnets. Voyez-vous, vous ne pouvez pas gagner. Mais le gouvernement devrait réaliser que c'est l'inverse. Ils se battent contre le grand méchant peuple américain. Ils ne peuvent pas gagner. Nous sommes beaucoup trop nombreux. Ils veulent ce combat, alors ils vont l'avoir. Nous n'allons pas reculer. C'est vrai, les Américains ne reculeront jamais. Et nous gagnerons. Nous n'allons pas nous coucher. Nous n'allons pas fuir ce combat contre le gouvernement. Vous savez, c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez. Ils essaient de vous abattre financièrement. Avec tous ces différents règlements et mandats, ils espèrent que vous finissiez par vous agenouiller et leur faire le baise-main. Mais c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je me battrai aussi longtemps qu'il le faudra, aussi fort que je puisse. Le premier pas est très, très difficile. Parfois, il faut simplement décider de ce qui est le plus important. De rester calme et de se dire que nous n'avons pas de problème, ou que nous aurons plus de problèmes si nous ne disons rien. Les attaques contre la liberté sont venues de la politique, de l'idéologie et ainsi de suite. Et maintenant, ils viennent d'experts de la santé. S'ils sont experts de la santé, je ne sais pas. C'est une chose très peu transparente. Vous pensez que c'est une pandémie, un problème viral. C'est un problème sanitaire. Mais si vous dépliez le monstre, vous verrez une crise médicale, c'est une crise scientifique, c'est une crise sociale, c'est une crise politique, c'est une crise financière, une crise économique, une crise scolaire, une crise sociétale. Et toutes ces crises étaient déjà là. J'ai 42 ans et toute ma vie on m'a dit que nous étions en crise. C'est une crise. Mais maintenant, ils se précipitent dans cette crise de la Covid. Et c'est un appel du pied. Nous devons saisir cette opportunité. Si nous ne la saisissons pas, ça va revenir encore, de manière plus dure et plus violente. Si les gens avaient dit non, il n'y aurait pas eu d'Holocauste. Nous devons être maîtres de nos décisions. Et parfois, elles sont mauvaises, mais nous apprenons à leur travers. Mais quand elles sont fausses, quand d'autres personnes prennent ces décisions pour nous, nous n'apprenons pas et elles ne changent jamais. L'histoire est vraiment importante, parce que ceux qui ne la connaissent pas sont condamnés à la répéter. Il n'y a fondamentalement rien de nouveau sous le soleil. Donc, quoi que nous vivions en ce moment, toutes ces sortes de choses ont déjà eu lieu. Et c'est toujours les chefs contre les serviteurs. Et je pense qu'il est temps, vous savez, de changer cela. Les gens devraient comprendre que nous n'avons pas besoin de dirigeants qui nous disent que non est la condition de notre liberté. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix de stagner et d'être emprisonné dans la rhétorique du gouvernement, des médias, du monde académique qui veulent que vous soyez malade à jamais, ou vous pouvez courir sans masque. Vous pouvez être libre, vous connaissez votre corps, vous savez si vous êtes en bonne santé, vous savez qui vous êtes, et vous pouvez vous libérer, vous n'êtes pas seul. Je perds tous mes petits boulots, je perds mes amis. Vous perdez beaucoup de personnes qui ne veulent pas que vous vous exprimiez parce qu'ils se sentent mal quand vous vous exprimez, car ils n'osent pas s'exprimer. Tout le monde essaie de faire de la lèche et de s'entendre pour pouvoir jouer un rôle dans ce nouveau système. Ce n'est pas un système dans lequel vous voulez vivre. J'ai une part de responsabilité en tant que politicien, en tant que médecin qui connaît ces choses. Je me suis formé toute ma vie à gérer les infections, les épidémies et l'épidémiologie. C'est mon travail. Donc, si je restais silencieux, je ne pourrais plus me regarder dans un miroir. Le courage, c'est de toujours rester motivé pour se battre quand les chances jouent en votre défaveur ou quand vous percevez vos chances jouent en votre défaveur. Le courage de continuer à vous battre et de croire que vous pouvez encore gagner. C'est ça le courage.
Ce que je peux dire aux personnes dans l'incertitude qui se disent « je ne sais pas, c'est mal, j'ai peur », c'est que c'est le moment de montrer que vous êtes un vrai patriote, de défendre votre pays, de défendre vos amis, votre famille, votre communauté, votre région, votre pays. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. La liberté et la responsabilité personnelle sont comme deux projections d'une même substance naturelle sous-jacente. Si vous n'êtes pas le dictateur de vous-même, vous ne pourrez pas être libre. Nous avons l'anarchie externe quand nous avons la monarchie interne. Donc l'État régule parce que le peuple a formé cette institution et lui a délégué un droit naturel. Il doit se protéger, par exemple. Et donc, la question naturelle qui se pose, qui a bien pu déléguer ce droit à l'État? Les gouvernements, les fonctionnaires d'État, tous ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ont le droit de faire des choses considérées comme criminelles si elles étaient faites par toute autre personne. Quel est le but du vote? Si personne n'a le droit de faire ce pourquoi ils ont voté. Je n'ai pas le droit de venir voler vos chaussures. Est-ce que je peux voter pour déléguer ce droit à quelqu'un d'autre si je n'ai pas ce droit à la base? Donc, par exemple, je ne peux pas vous voler votre argent. Mais si je suis l'État, je peux vous dire « Ok, donnez-moi 40% de ce que vous gagnez parce que ce sont des impôts et que ce n'est pas considéré comme du vol, mais c'est considéré comme une taxation, ce qui est parfaitement légitime. » Et donc, dans la démocratie, au sens strict du terme, on peut imaginer que le peuple, les individus, sont au-dessus de l'État, ce qui signifie que l'État ne peut avoir le pouvoir que s'il lui a été délégué en premier lieu. Si personne n'a le droit de réglementer les plantes que j'ingère, les produits que je me mets sur le visage ou les piqûres que je m'injecte dans le système sanguin, si personne n'a le droit de m'imposer cela, alors que personne ne peut voter pour déléguer cette prérogative ou ce pouvoir. L'une de mes plaintes par rapport à certains de ces mandats est l'idée que le gouvernement peut dicter aux gens ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Cela ne vous met-il pas mal à l'aise, l'idée de dire aux gens qu'ils doivent se faire vacciner? Des situations très inhabituelles comme celle-ci exigent des activités uniques et inhabituelles, parfois pour le bien de la société. C'est nécessaire. Et la chancelière Angela Merkel a dit que les vaccins pourraient devenir obligatoires à partir de février. Il ne s'agit pas de la liberté ou du choix personnel. Dans le domaine des vaccins, nous entrons dans un problème très fondamental qui est celui de la relation entre les êtres humains. Le problème est de savoir qui est le propriétaire de son propre corps. Si vous dites que vous n'êtes pas le propriétaire de votre corps, alors vous pouvez accepter que le gouvernement puisse rendre obligatoire la vaccination. Mais c'est une violation de notre condition humaine, qui est au minimum basée sur la propriété de soi. Je suis propriétaire de mon propre corps, je possède mon propre esprit. C'est une guerre contre la liberté d'expression. Et c'est aussi une guerre contre l'autoresponsabilité. Quand le gouvernement vous dit ce que vous devez faire, vous devez vous protéger. Ça ne devrait pas se passer comme cela. La prise de conscience est vraiment le but principal de la vie. La prise de conscience, c'est tout. Donc oui, c'est un appel au réveil. Et comment faire pour se réveiller? Je pense qu'une méthode simple est de s'observer, de se distinguer soi-même, disons en toute authenticité par rapport à quelque chose d'autre. Je marche dans la rue. Et qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux être heureuse. Comment vous projetez-vous? Vous pouvez décider aujourd'hui tout ce que vous voulez dans la prochaine étape et avoir confiance. Savez-vous comment avancer dans la vie? Vous avez vécu jusqu'à présent et vous ne pouvez que vous améliorer. Mais ne laissez pas les médias ou le gouvernement vous dire qui vous êtes et ce que vous devez être. C'est là que se trouve le piège. Vous n'êtes pas une souris qui va être prise au piège. Vous êtes votre vie et vous allez avancer dans votre belle vie. Aussi longtemps que vous existez, il n'est jamais trop tard. Donc si le but de la vie est d'apprendre, c'est en fait parfois aussi une loi à vivre au travers des crises afin que vous puissiez vous réveiller.
Car vous voyez la relation de pouvoir dont vous êtes victime. Et peut-être que certaines personnes se diront « Je refuse de continuer à être une victime et je veux contrôler ma propre existence. » Et il y a encore beaucoup d'autres façons de faire, bien sûr. En fait, être blessé et être confus vous amène à plus de développement personnel et de conscience de soi. Donc je pense que c'est nécessaire, mais vous devez savoir que ça demande du travail. Je veux vivre dans une société où nous nous efforçons de trouver la vérité et nous essayons de trouver la bonne voie pour chacun d'entre nous. Je pense que cela en vaut la peine. Cela me fait du bien de faire cela, conserver un idéalisme personnel est l'un des objectifs les plus importants dans la vie d'une personne car cela vous donne une direction. Cela entraîne la curiosité et une recherche sur ce qui nous empêche de l'atteindre et ainsi de suite. Je pense que cela aide de penser que nous avons un but supérieur, une vocation, qui va au-delà de cette vie, au-delà de cette étroite situation dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle nous pouvons puiser. Je pense cela en toute honnêteté, endurer l'hostilité de ceux qui nous entourent et qui pensent que nous sommes fous de la défier. Maintenant, si je vous parlais par exemple, et mis à part ma propre personne, d'un idéal que je porte en moi, je dirais beaucoup de choses sur moi. Donc par exemple, le plus grand idéal à atteindre est probablement la liberté et l'indépendance. Et je sais que c'est un idéal et que je ne suis pas 100% libre. Donc maintenant, vous en savez beaucoup sur moi quand je dis que la liberté est importante pour moi. Et puis vous savez, je traverse également beaucoup d'obstacles, bien sûr. Et en ce moment, j'ai même un gouvernement qui me dit vraiment des choses que vous n'oseriez pas me dire il y a quelques mois. J'ai 17 ans et je suis étudiante en Allemagne, en Bavière. Nous allons manifester parce que nous voulons un monde meilleur, avec plus de liberté, plus de droits civils et de liberté de décider de ce que nous faisons avec notre propre corps et personne ne peut nous forcer à faire quoi que ce soit, comme de porter un masque ou se faire vacciner. Les étudiants doivent porter un masque toute la journée, même pendant les cours de sport. Pendant l'éducation physique, ils portent un masque parce qu'on leur dit que sinon, ce sera leur faute si leurs grands-parents meurent, ou que leurs parents tombent malades, ou que l'école ferme entièrement, à cause d'eux, parce qu'ils deviendraient des propagateurs ou des super contaminateurs. La distance affecte les enfants d'une manière néfaste pour leur santé mentale parce qu'ils ont souvent besoin d'être en contact avec leurs amis, de les prendre dans les bras et je ne sais pas, se tenir la main et se toucher. C'est quelque chose de très naturel. Je m'appelle Emma, j'ai 11 ans, je suis en 5e, j'habite au Portugal. La plupart du temps, quand j'étais à l'école, je n'arrivais pas à respirer et j'ai commencé à avoir des maux de tête. Et quand j'avais des maux de tête, je ne pouvais pas vraiment penser à ce que je faisais. Certains professeurs ne nous laissaient même pas respirer. It helps to keep me safe. It helps to keep me safe. Hi ho the dairy-o, it helps to keep me safe. En ce moment, ils sont privés d'apprendre comment déchiffrer le langage des gens, les expressions, le langage corporel qui existe, et plus que cela. Et quand vous cachez les visages, essentiellement, vous cachez tout. Et les gens n'agissent plus librement devant nos enfants. Nous avons le devoir de dire la vérité. Nos enfants portent des masques. C'est impossible. C'est une chose que nous ne pouvons pas tolérer. Que les enfants soient endommagés comme ça. Tout le programme scolaire est changé. Il n'y a aucune raison pour cela.
Les écoles sont devenues le lieu de la guerre politique et les directeurs d'école en France, en Suisse et partout en Europe. Les directeurs d'école vont dans le sens de la rhétorique et obéissent quand ils disent « nous allons fermer l'école ». Que se passe-t-il? Vous voyez, les parents commencent à se demander s'ils ne devraient pas faire l'école à la maison. Je n'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup de choses à l'école parce que, eh bien, ils parlent beaucoup de la Covid et d'autres choses et ne parlent pas vraiment de ce que nous sommes censés apprendre. On continue à porter les masques et tous les trucs et les cas continuent d'augmenter. Alors pourquoi les porter? Ils ne font rien du tout. Pour moi, le masque est un symbole d'esclavage et d'obéissance. Les gens obéissent simplement à ce que le gouvernement dit et ne remettent rien en question. N'y pensez pas, ne pensez pas. Est-ce que cela a un sens? Ne pensez pas à quel point c'est mauvais pour la santé. Le fait qu'ils puissent obtenir des parents la suspension de leurs responsabilités envers leurs enfants et suivre cela, des directives qui ont changé entre le lundi et le jeudi, je veux dire, c'est quoi ce bazar? Je n'arrive pas à y croire. Et nous parlons de personnes qui sont éduquées. Et j'ai bien peur que cela se soit passé au niveau de l'éducation universitaire, où ils ont transformé les diplômés à simplement tout accepter au lieu d'en faire des personnes qui réfléchissent. Les gens attendent que l'autorité leur dise quelle est la prochaine étape, ce qu'ils sont censés penser, ce qu'ils sont censés faire. Quelle est la théorie, la bonne théorie? Et cette idée à part entière qu'il faut suivre à la marche pour s'en sortir, toutes sortes d'excuses. Les gens ne veulent pas partir en vacances, les gens veulent ça. Les gens qui cèdent aujourd'hui risquent de ne plus jamais être en mesure d'exprimer leur opinion de nouveau. Les gens sont comme des enfants. Ils obéissent à un gouvernement ou aux médias sans se remettre en question. C'est aussi un moyen de se rassurer. C'est du réconfort, le syndrome de Stockholm. Mon parent abusif me protège. C'est le dilemme de la sécurité par rapport à l'abus. Le thème du film est avoir le courage de surmonter la peur. Nous avons eu la fuite d'un document de notre ministère de l'Intérieur qui dit qu'il faut créer de la peur dans l'esprit des gens. C'était donc un plan ayant pour but de répandre autant de peur que possible auprès des gens. Que chaque enfant ait peur de tuer leurs grands-parents s'ils le contractent. C'est une question de peur. Nous avons à l'échelle mondiale une propagande mondiale basée sur la peur. Eh bien, ces gens n'ont pas vraiment l'air d'avoir peur. Non, nous n'avons pas peur. Ça devient de plus en plus grand. Et plus ils nous forcent, plus nous sommes nombreux. Nous avons vécu dans un monde où une partie du globe a bénéficié de l'explosion de l'autre partie du globe. Maintenant, nous sommes en train de nous mondialiser et la question est de savoir si nous allons évoluer et vivre dans un monde où nous pouvons tous exercer notre potentiel. Ou est-ce que ça va être seulement pour quelques-uns et tous les autres servent? Donc, nous étions dans un juste milieu et maintenant, c'est tout ou rien. Donc ceci est un vrai luxe. Pas de marbre ou de caviar, mais le silence, l'espace-temps. Afin de présenter un monde collectiviste dans lequel les individus n'ont plus d'importance. Et afin d'y parvenir avec succès, ils ont dû réfuter et falsifier la notion même de vérité, la notion même du bien contre le mal. Même s'il y avait une pandémie terrible où on voyait les gens s'effondrer sur le sol, serait-ce une raison d'asservir l'humanité? Non, bien sûr que non. Pourquoi ne pas tuer tous ceux qui sont atteints de la tuberculose? Cela permettrait d'éradiquer la maladie. Pourquoi ne fait-on pas cela?
Pourquoi ne pas les rassembler dans un camp et les exterminer? Ça serait pratique. Alors pourquoi nous ne le faisons pas? Aucune personne saine d'esprit ne préconiserait de faire une chose pareille. C'est parce que c'est immoral, donc la moralité existe. Alors comment la définissons-nous et comment l'expliquer? Nous comprenons, vous savez, nous sommes capables de raisonner. Et le raisonnement nous guide toujours vers une règle d'or. Que les gens agissent d'une bonne manière, parce que nous ne voulons pas être tués. Nous ne voulons pas être volés et nous ne voulons pas être assassinés. En fin de compte, la loyauté doit être la vérité. Et parfois, cela signifie qu'en fait, la situation dans laquelle nous nous trouvons peut être vraiment inconfortable. D'une certaine manière, ça peut donner l'impression de se sentir seul contre le monde. Vous pouvez être contre le monde et ne pas être contre la réalité elle-même. La seule option que nous ayons est d'essayer de vivre en conscience, de réaliser toute cette tyrannie. Tout ce cirque est absurde. Il est immoral. Et il faut s'en échapper. Quand je quitterai ce monde et que quelqu'un écrira mon faire-part de décès, que veux-je qu'il écrive? Est-ce que je veux qu'il dise, eh bien, vous savez, Pam, elle était toujours si facile à vivre. Elle suivait toujours le mouvement et elle ne faisait jamais d'histoire à propos de quoi que ce soit. Elle ne mettait jamais personne en colère. Eh bien, peut-être que cela offre du mérite aux yeux de certaines personnes, mais je pense que ce que je veux que les gens écrivent sur moi, c'est que je me suis battu pour quelque chose auquel je croyais, même si ce n'était pas le choix le plus facile. Donc j'étais prête à prendre des positions quand elles étaient impopulaires, parce que c'était la bonne chose à faire. Je pense que d'abord et avant tout, ce à quoi nous avons affaire est spirituel. Et le résultat dépend de notre capacité à évoluer spirituellement et à grandir. Vous savez, je dis à tout le monde que la mort n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Ce qui peut arriver, c'est que vous perdiez votre âme immortelle. Car si vous perdez la peur de la mort, si vous comprenez que rien ne peut vous faire mal, alors il n'y a rien à craindre, ce qui est une bonne nouvelle. Si vous réalisez cela, vous êtes libre. Embrassez votre ami, parlez à votre voisin, enlevez votre masque et acceptez de nouveau que nous souffrons, que nous mourrons et que nous tombons malades et que nous devons nous accepter les uns les autres, aidons-nous les uns les autres. Quand vous dites non, vous dites oui à une nouvelle vie et à une nouvelle foule. Et c'est magnifique, car vous serez toujours aidés et soutenus par des gens qui sont libres parce qu'ils accueillent tous ceux qui veulent changer. Même si je prends un risque, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas d'éducation, je me débrouillerai dans la vie, tant que d'autres s'en sortent et tellement d'autres peuvent avoir une belle vie. Nous avons le pouvoir d'arrêter les banques centrales, de faire ce qu'elles font, mais ma prédiction est qu'elles vont échouer. C'est trop dur, c'est trop compliqué et trop éloigné des lois de la nature ou des lois de l'intelligence divine. À la fin, il y aura une sorte de révolution. J'en suis sûr, parce que tout cela est contre nature, contre la science, et cela ne peut pas durer. Donc à la fin, la vérité vaincra. J'espère qu'ils se lèveront, les gens avec du bon sens, de toutes parts de la société, du bien résisteront aux nouvelles formes de dictature du monde occidental. Alors, que pouvez-vous faire? Eh bien, tout d'abord, je dirais, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Commencez avec vous-même. Éduquez-vous, soyez des penseurs critiques. C'est très important en ce moment. Vous n'avez pas besoin de suivre les avis de scientifiques corrompus qui apparemment conseillent notre gouvernement. Et avant de faire un pacte avec le diable, qui vous propose un échange contre un objet brillant, peut-être un voyage en avion, peut-être des salles de concert, quelle que soit cette chose, vous l'obtiendrez. Seulement si vous acceptez de prendre cette intervention chimique industrielle. Posez-vous la question. Serez-vous un être humain pleinement fonctionnel au terme de cette transaction? J'espère que tous les citoyens conscients continueront à se battre pour régénérer la société et le monde entier. Le combat est différent pour chacun. Donc,
Il s'agit de trouver où vous pouvez être le plus utile et où vous pouvez aider à repousser tous ces empiètements envers nos libertés. Parce que la réalité est que nous sommes attaqués de tous les côtés. Désobéissance civile, boycotter les entreprises qui demandent le passeport vert, descendre dans les rues au sein de rassemblements et de protestations et les combattre au tribunal. Nous devons être un peuple unique de frères, sans jamais nous séparer devant le danger ou la détresse. Nous voulons être libres comme nos pères l'ont été et préférerons mourir que de vivre dans l'esclavage. Ayons confiance en un Dieu unique et suprême et n'ayons jamais peur du pouvoir humain. Aux parents qui ne savent pas comment aller de l'avant, nous ne vous oublions pas. Nous ne vous oublions pas. À tous les anciens qui sont maintenant laissés seuls, nous ne vous oublions pas. Nous ne vous oublions pas. À tous les enseignants, questionnez et agissez en conséquence. Questionnez et agissez en conséquence. Aux politiciens municipaux, questionnez et agissez en conséquence. Questionnez et agissez en conséquence. Jens Spahn, Angela Merkel, Markus Söder, nous vous accusons. Nous vous accusons. À tous les penseurs critiques, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. À tous ceux qui ont dû abandonner le rêve de leur vie. Nous marchons pour vous. Nous marchons pour vous. S'ils veulent faire de nous des machines, s'ils veulent faire de nous des esclaves, nous disons non. Nous ne voulons pas devenir des esclaves. Alors, allez vous faire foutre. Nous n'avons plus besoin de vous. Nous sommes nombreux. Nous pouvons continuer, nous pouvons aller dans les bars et les magasins. Nous n'avons pas à avoir peur d'une quelconque pandémie. Grappa, 23 Grappa, Coronavirus, den Covid-19, bleibt weg. Okay, habe ich gesagt, trinken wir eine Grappa.